Merci merci de votre invitation d'abord, très honoré et très heureux aussi parce que j'en ai fait mon métier de partager dans ce domaine de la négociation ce qu'on appelle les bonnes pratiques, assez volontiers dans le domaine de la formation et qui nous amène à clarifier avec les différents participants des séminaires, des formations que nous organisons, une bonne compréhension d'un processus difficile de la vie collective qui est celui de chercher à aboutir à un accord en commun satisfaisant, qui est la définition même, évidemment, de la négociation. Donc, ce que je vous propose d'abord, c'est de partager ce sur quoi j'ai l'habitude de travailler habituellement, puisque j'ai la responsabilité et en charge la direction académique des programmes courts de négociation HEC. Je me suis construit aussi sur une pratique de terrain, puisque j'ai été dirigeant d'entreprise, et un travail de publication qui est un effort aussi exigeant et nécessaire de clarifier par écrit toutes les méthodes que l'on enseigne dans un domaine comportemental où l'approximation malheureusement est souvent parfois trop la règle. Donc il y a une volonté quand même de précision de manière à donner des éléments tangibles aux acteurs de la négociation qui souffrent parfois justement dans ces domaines-là d'un certain empirisme. Je le dis souvent à nos participants quand on démarre un séminaire de négociation, nous spécialistes et vous, on a quelque chose en commun. Dans le domaine de la négociation, on est tous autodidactes en fait, puisque la négociation n'est pas reconnue comme une matière académique. Donc tous les gens qui enseignent et qui travaillent sur la négociation, en général, proviennent du terrain avec une expérience de terrain, donc se sont construits un certain nombre de choses, les ont confrontés à des méthodes, à des techniques qui de plus en plus sont vulgarisées, à une certaine époque qui étaient souvent estampillées anglo-saxonnes, anglo-américaines, et qui aujourd'hui constituent un fond commun quand même auquel on se réfère pour y voir clair dans la négociation. Moi, j'arrive pas. Le Zoom est en train de faire des mises à jour, des je sais pas quoi. J'y étais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi j'y étais? Là, il ne veut plus. Alors, madame, on vous entend tout par à là fait. tout à l'heure. On vous entend complètement, madame. Du coup, comme elle dit qu'elle n'arrive pas à se reconnecter, j'hésite. Attendez, je vais les connecter, recommencer. le son. Il y a un double son. Voilà. Non, pardon. Lionel, je vous ai coupé le son par erreur. C'est bon? C'est bon, voilà. Reprenez. Oui, j'allais juste dire justement qu'il y a des formules comme ça, un peu saillantes, que tout le monde a attrapées au vol, comme par exemple, les politiques d'ailleurs s'en sont largement abreuvés, le concept gagnant-gagnant dans la négociation, le fameux win-win de la négociation. Donc il y a des formules comme ça qui ont marqué un peu les esprits et qui constituent des repères, alors justement qu'il faut clarifier et valider. Donc c'est ce que je vous propose de faire pendant ce partage, c'est de clarifier les pratiques qui traversent la vie collective sur le chemin de la prise de décision. Donc, quels sont les chemins qui mènent à la décision? La négociation étant un de ces chemins. Et pour la comprendre, justement, la négociation, je pense que c'est important de la différencier par rapport à d'autres chemins qu'empruntent les décisions dans la vie collective. Et j'en ai recensé 5. On va les partager ensemble dans un premier temps. Ces chemins. Alors, on va commencer par le plus simple et on va les détailler tout à l'heure. La directive, dans sa verticalité classique descendante, c'est un des chemins qui nous confronte à un processus de prise de décision très particulier, parfois controversé, largement nécessaire dans certaines configurations, et toute vie collective ou tout groupe humain fonctionne à partir d'un certain potentiel de décision qui gravitent sur le terrain des ordres et des directives. Deuxième registre, alors celui-là méritera un gros effort de définition, notamment dans la culture française, qui est la pratique de la concertation. Qu'est-ce que ça veut dire concertation? Et en particulier, par rapport à ce qui va nous occuper, qui est plus central ici, la négociation. Comment ça s'articule? Quelles sont les différences d'attitude et de comportement et de process d'ailleurs entre la concertation et la négociation. On entend souvent des réflexions dans la vie des entreprises, dans la vie des organisations, y compris dans la vie associative, où des gens se plaignent un peu de ne pas très bien situer les choses.
en disant c'est une concertation, mais pourquoi on n'a pas négocié? Bon, dans la négociation, est-ce qu'il y a de la concertation? Tout ceci est loin d'être simple. Et ça s'est presque, j'aurais tendance à dire, aggravé, malencontreusement, avec une pratique très prometteuse, dont on parlera également tout à l'heure, qui est le principe de la pratique de la co-construction. Très prometteuse, d'inspiration canadienne, hein, ça date d'une petite douzaine d'années, la notion de co-construction, en tout cas formulée comme ça, et on voit ce terme-là, cette pratique-là, utilisée aussi par des gens de façon très ambitieuse en disant on va faire de la co-construction, il y a un travail de co-construction qu'on entend parfois, et ça laisse un peu rêveur quand même, utilisé dans des contextes conflictuels, où il y a une antinomie, là, évidemment, entre une démarche conflictuelle, une conflictualité et la pratique de la co-construction. Puis, il y a un autre terme, et je terminerai par celui-là, qui est la notion de pacte, qui boucle un petit peu l'ensemble de ces 5 pratiques, depuis la directive pour aller jusqu'à la notion de pacte. Pas toujours bien compris non plus, cette notion de pacte. J'ai vu que dans votre univers, depuis quelque temps, là, on parle de pacte enseignant, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme chemin à la décision, qu'est-ce que ça veut dire, pacte? C'est une notion utilisée dans la diplomatie internationale, qu'on trouve beaucoup dans l'histoire et qui mérite effectivement une définition tout à fait précise. Et j'aurais tendance à dire qu'aux 2 extrêmes, là, ça boucle bien les 5 pratiques. Il y a la directive avec sa verticalité descendante et la notion de pacte qui, justement, je dévoile un petit peu, mais je pense que vous le savez déjà, une transversalité dominante, la notion de pacte. Transversalité dominante. Ce qui veut déjà dire, par rapport à ce qu'on pourra laisser entendre tout à l'heure, que la notion de pacte ne peut pas faire l'objet d'une directive. Ce n'est pas possible. C'est une complète contradiction. Voilà. Donc, ces 5 chemins-là, en gros, les idées de départ, c'est vrai que je vous propose, c'est d'avoir un souci à chaque fois, alors s'il y en a un plus ou moins important, de lever un flou, voire de lever certaines ambiguïtés. Alors, ce n'est pas être censeur que dire ça, ce n'est pas faire des reproches, mais dans le domaine des pratiques comportementales, dans la vie collective, etc., ces notions-là, c'est pas comme en mathématiques, ont du mal à être parfois précisées. Il y a des chevauchements, il y a des proximités, il y a des voisinages, ça devient assez vite des mots valises, des synonymies, et au bout d'un certain moment, il y a des gens qui le disent d'ailleurs, on s'y retrouve pas, on n'y comprend plus rien. Hein. Donc il y a un souci réel là, par exemple, si on invite des gens à une concertation, de clarifier les choses par rapport à ce que ce serait si on les invitait à une négociation. Ce qui est important, et la conséquence la plus importante, pour qu'un travail de groupe, une vie collective soit efficace, ça veut dire que dans chacune de ces pratiques-là, on attend de la part des acteurs des rôles respectifs particuliers. Donc, ils ont des rôles, effectivement, à prendre. C'est pas la même fonction. Je ferai une analogie peut-être un peu facile en termes de métaphore, comme ça, avec le sport. Si on rassemble des joueurs sur un terrain, il faudrait quand même clarifier si c'est un match de rugby ou si c'est un match de football. Les rôles ne sont pas les mêmes. Dans un des jeux, on peut prendre le ballon à la main, dans l'autre, on ne peut pas. Bon, dans une concertation, on n'attend pas forcément la même chose que dans une négociation et que dans la pratique de la co-construction, qui maintenant commence à être bien définie et bien alimentée aussi. Donc, rôle respectif des acteurs. Troisième élément, les contributions de chacun. Qu'est-ce qu'on attend de moi, en quelque sorte? Il y a mon rôle, mais il y a quelle contribution je peux avoir? Parce que certaines personnes sont en décalage, parce que certaines contributions ne sont pas en rapport avec la pratique à laquelle on se livre, et forcément, il y a ou de l'incompréhension, ou des blocages, ou des difficultés, ou parfois même carrément une certaine conflictualité. En tout cas, il peut y avoir des dégâts et des gaspillages, et on peut perdre du temps. Voilà, et puis en gros, c'est dans ces 5 pratiques-là, avec la négociation un peu au cœur du système, c'est de comprendre comment cheminent les décisions. J'aime bien utiliser la notion de chemin, parce que la décision, il y a forcément un chemin qui mène à la décision. Et ces chemins-là sont différents. Si c'est celui de la concertation, ce n'est pas le même que celui de la co-construction, et ce n'est pas le même que celui de la négociation. Voilà ce que je vous propose. Donc, simplement, on va repartir des 5 notions.
je vais alimenter à travers peut-être des mots-clés chacune des pratiques, de manière à bien dégager, en fait, la spécificité là-dedans de la négociation. On peut l'utiliser un petit peu comme référence, la négociation, ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas, en quoi elle se différencie d'une prise de décision, en quoi elle se différencie d'une prise de décision directive, en quoi elle se définit différemment, par exemple, qu'une pratique de co-construction. Ce que l'on peut dire, c'est que dans une vie collective, dans la vie associative, dans une entreprise, j'aurais tendance à dire même paradoxalement, dans la vie de tous les jours, à la table familiale, par exemple, si on amène sur la table le débat où est-ce qu'on va en vacances ou quelle activité on va avoir en vacances et qu'il y a 3, 4, 5 personnes autour de la table, c'est intéressant de savoir ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est simplement à un stade de concertation? Est-ce qu'on est déjà dans de la négociation? Est-ce qu'on est en train de faire de la co-construction sur des sujets très ordinaires dans le quotidien de la vie de tous les jours, implicitement dans les cerveaux? Par exemple, quand quelqu'un dit « mais je croyais qu'on allait décider ». Et là, il y a quelqu'un qui dit « non, non, pas du tout, là, on n'est pas en train de décider, on est en train de voir ce que chacun veut, etc. » Donc, il y a un problème, encore une fois, de clarification de tous ces aspects-là. Et il y a une maldonne, et il y a des malentendus, et il y a des dysfonctionnements ces dernières années à travers justement l'usage qui est fait de ces mots-là, avec ou bien intentionnellement pour leurrer peut-être des sens différents malencontreux, et dans certains cas, simplement des maladresses, tout simplement. En tout cas, je le sens comme ça. Alors, on va voir si on partage ensemble les quelques définitions de ces différentes pratiques-là. Quelle expérience vous en avez? Par exemple, nous, dans certains séminaires de formation, il y a des gens qui disent « bon, ben moi, 70 ou 80%, par exemple, de mes activités passent par la concertation et la négociation ». Bon, il y a des gens dans leur fonction qui sont peu émetteurs de directives. Il y a des gens, au contraire, dans leur mission, qui sont fortement émetteurs de directives et qui ont des négociations, par exemple, dans certains cas aussi, à réaliser. Donc, on a aussi une expérience, on s'est construit aussi forcément des habitudes et une expérience. Et puis, bon, nous, on est généralistes dans nos domaines, donc on va dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, j'ai pas mal travaillé dans le secteur hospitalier. Il y a aussi parfois des domaines dans lesquels, à tort ou à raison, on a construit un sens particulier, singulier à ces différentes pratiques. Voilà, alors on aura un temps d'échange ensemble et de partage. Je répondrai bien sûr à vos questions. Et puis je crois que dans vos ateliers, donc le but, c'est aussi d'échanger entre vous là-dessus et de voir si on peut se mettre d'accord sur chacun de ces points. Ben, tout à fait, Lionel, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même des gros sujets, tu l'as rappelé, sur notamment la concertation avec faisons l'école-faisons-la ensemble, pardon, ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça arrive à point nommé. Nous pouvons plonger dans le vif du sujet. Très bien. Alors, on peut commencer par la directive. À chaque fois, ce que je vais vous proposer pour que ce soit simple, parce qu'on n'a pas trop de temps, évidemment, c'est de travailler à partir de mots-clés. Alors, la directive, fondamentalement, ce qu'il faut retenir avec elle, c'est le chemin de la verticalité descendante. La directive, c'est ça. Donc, c'est le canal classique dans lequel circulent les ordres de façon unilatérale, sont rappelées les règles, et en général, la directive obéit à deux notions qui sont les notions de nécessité ou les notions d'urgence. On est dans un domaine assez fortement normatif. C'est un petit peu l'équivalent des panneaux de signalisation dans la circulation routière. Ce n'est pas une recommandation. Un stationnement interdit ou un sens interdit, ça n'est pas une recommandation. Il n'y a pas de travail d'adhésion ou de persuasion. Ça doit être clair, clarté, c'est très important. C'est un des reproches qu'on fait à certaines directives. Par exemple, vous en avez entendu parler, au niveau européen, les directives européennes, il y a des gens qui poussent des cris d'orfraie en disant « c'est incompréhensible, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on n'y comprend rien ». Donc, c'est un des gros défauts, ça, des directives, le manque de clarté. Si on veut saboter une directive, il suffit de la rendre pas claire. Donc, attention, il y a une exigence forte sur cette notion de directive. Alors, la notion de nécessité et d'urgence mérite explication. Très souvent, on l'entend dans l'univers politique, on l'entend dans l'univers gouvernemental, on peut reprocher parfois au fait qu'il n'y ait pas eu assez de pédagogie sur une directive. Parce que sur une directive, il n'y a pas de négociation. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de négociation.
il y a un travail d'adhésion, de vérification de la compréhension par la personne. Moi, je travaille comme je vous disais, on est généraliste dans nos métiers, je travaillais dans le secteur des travaux publics. Bon, les gens qui produisent des directives en matière de sécurité, on ne négocie pas pour remettre son casque pour monter sur un échafaudage. Voilà, c'est clair. Hein. Donc, il faut l'expliquer. Il y a de la pédagogie à faire, il y a un travail effectivement d'adhésion à valider. Et quand je parle de domaine normatif, il y a des secteurs d'activité qui sont justement plus normatifs que d'autres. Par exemple, le domaine où les aspects qui touchent à la sécurité sont forcément plus normatifs que d'autres domaines qui sont moins normatifs. Donc, en général, là, on fait appel à deux leviers, à deux critères avec la directive. C'est la conformité et l'obéissance. Conformité, bon, qui fait que je me conforme à quelque chose. Hein. Sous-entendu, on pourrait ajouter, même si ça ne me fait pas plaisir, même si ça m'embête, mais c'est comme ça. Et l'obéissance, c'est-à-dire le fait d'accepter l'ordre qui est donné. Donc, ce n'est pas sans poser un problème de philosophie de l'autorité, d'ailleurs, la directive, puisque, par exemple, ça pose la question de la cohérence. Hein, la question de la cohérence qui peut être mise en cause. Bon, vous connaissez, je sais, dans l'univers enseignant, vous l'utilisez assez souvent, mais il n'y a pas que dans votre domaine, la notion d'injonction paradoxale. Hein, puisque le domaine de la directive, c'est le domaine de l'ordre, donc c'est le domaine de l'injonction. Alors, quand on y ajoute la notion de paradoxe, paradoxal, ça laisse entendre effectivement quelque chose de contradictoire. Alors, ça peut être contradictoire entre des directives, c'est-à-dire on a reçu deux directives qui sont contradictoires, donc là, on ne sait plus, comme on dit dans l'expression populaire, on ne sait plus sur quel pied danser, hein, où c'est contradictoire à la charte, à la référence, au système, à la norme dans lequel nous nous sommes inscrits. Donc là, comme on dit, là, il y a fortement débat. Il y a un très gros souci. Très, très gros souci. Toute vie organisationnelle, tout groupe humain peut être confronté à un certain moment à des problématiques de directives, des choses qui ne vont pas. Hein. Autre chose sur la directive aussi, mais ça, vous en avez entendu parler, ça fait partie des symptômes de notre société d'aujourd'hui. S'agissant des directives, il y a un problème de quantité et il y a un problème de fréquence. Alors là, je n'ai pas la recette. Mais là, je crois qu'il y a pas mal de bon sens, il y a une dimension un peu humaine du bon sens. Là, on produit trop de directives, ça devient insupportable, et à une fréquence vraiment qui est insupportable. Bon, inversement, alors il existe peut-être des groupes humains dans lesquels justement il n'y a pas assez de règles, il n'y a pas assez de directives et on souffre d'une absence ou d'un certain vide. C'est possible, hein, dans certains domaines, par exemple la bioéthique, ces 10 dernières années, c'est chargé de pas mal de règles et de directives, alors qu'avant il y avait un certain vide. Hein, il y avait un certain vide. On est un sujet d'actualité aujourd'hui, comme les problématiques de fin de vie, par exemple, il y avait un certain vide. Un problème de clarté des directives qui proviennent du ministère de la Santé. Et donc, il y a des domaines dans lesquels, justement, il y a à produire sérieusement encore plus de directives. Donc, cette notion de directive est intéressante. Hein, elle percute dans nos sociétés les problématiques de bonne compréhension, d'obéissance. Et l'efficacité, alors le mot est un peu embêtant parce que ce n'est pas qu'au nom de l'efficacité que la notion de directive a sa place, mais une certaine capacité du vivre ensemble passe forcément par le respect d'un certain nombre de règles. Voilà, comme on dit, les règles, c'est le début de la liberté, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est parce qu'il y a des règles que j'ai une certaine liberté d'action. Et puis, je terminerai par la notion de légitimité. Et quand on termine par celle-là, ce n'est pas la moindre des notions, parce que quand même, le problème de la directive, c'est sa légitimité. Comment on a élaboré cette directive? C'est là que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu négociation, concertation à l'origine de la directive? Dans certains cas, on ne se pose pas forcément la question. Hein, on se pose pas. Bon, par exemple, dans la cité aujourd'hui, mettre telle rue en sens interdit, par exemple, ça fait partie des débats. Si certains ou certaines d'entre vous, par exemple, donnent un peu dans la vie politique, locale, municipalité, etc., ça fait partie des débats, ça. Est-ce qu'on va mettre telle rue, par exemple, en sens interdit? Par exemple, la rue qui passe devant l'école, bon, et un jour, on apprend qu'elle est en sens interdit.
Donc, il y a une directive forcément qui sort, puis on voit les panneaux sortir. Bon, là, il y a des gens qui disent, mais qui a eu l'idée? À quoi ça sert? Est-ce que c'était nécessaire, etc. Donc, pour la directive, en dehors du fait que son canal, c'est la verticalité descendante, ça pose quand même en amont d'où sort cette directive. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a produit? Par exemple, l'un des sentiments de, je ne sais pas si c'est de frustration, de doute, de contestation parfois qui existe aujourd'hui par rapport à l'Europe, par exemple, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire un côté très hermétique de la manière dont les directives sont produites. Et évidemment, ça laisse pas mal de frustration et pas mal de doute dans l'esprit des gens. Voilà. Et des petits gosses qui jouent à un jeu dans la cour de récréation, bon, les sports, par exemple, sont fondés sur des règles. Hein. Est-ce qu'on a le droit de prendre le ballon à la main? Est-ce qu'on a le droit de taper 2 fois? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Etc. Est-ce qu'il sort du terrain? Ce n'est pas une faute. Donc, ça renvoie bien fondamentalement à une dimension de la vie sociale qui est le domaine de l'interdit, hein, puisque la directive, en général, elle fixe l'interdit. Elle dit oui à quelque chose, et quand elle dit oui à quelque chose, elle dit non à autre chose. Donc, dans l'éducation, la notion de directive, la notion d'interdit sont des notions, évidemment, tout à fait fondamentales et dans la vie d'une organisation. Alors, on n'est pas dans la négociation, pas du tout dans la négociation. On est dans la verticalité descendante, et encore une fois, c'est toujours intéressant de voir psychologiquement comment je réagis par rapport à ça, comment je fonctionne par rapport à ça. Deuxième notion, la concertation. Alors, si on fonctionne un petit peu par mots-clés aussi, la concertation, eh bien là, il y a les deux. Il y a à la fois verticalité et transversalité. Une direction, un comité de direction, un chef d'entreprise peut se mettre autour de la table pour faire de la concertation. C'est vrai que la dominante, c'est la transversalité. La dominante, c'est partager, c'est échanger, et le processus fondamental de la concertation, c'est la consultation, le processus de consultation. Dans l'univers commercial, par exemple, on dit la découverte. Découverte des besoins, découverte du contexte, découverte des intentions de mon client ou des gens avec lesquels je vais travailler. Donc la consultation, c'est aller au-devant d'une certaine collecte d'informations, d'aller chercher des informations, de partager cette information, et globalement, c'est pour ça qu'on y retrouve dans les mots-clés la notion de transparence, de les mettre sur la table. Ce n'est pas toujours garanti dans une phase concertation, tout le monde se révèle ou prend l'initiative de dire et de partager le point de vue qu'il peut avoir, l'attente qu'il peut avoir, la demande qu'il peut avoir. Il y a une sorte de parti pris dans la phase consultation, c'est d'être honnête, d'avoir une certaine transparence et clairement dire comment on voit les choses. Alors, l'outil fondamental de la concertation, c'est le questionnement. Ce sont les techniques de questionnement, c'est la qualité du questionnement. Avec quelle provision de questions on travaille et en général, s'il y a des manquements, c'est qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées ou elles ont été mal posées. Donc, outil du questionnement, questionnement ouvert, tout ce qui est question relais, tout ce qui est question miroir qui reprennent ce qu'a dit l'interlocuteur, et il y a une volonté d'approfondissement dans le travail de concertation. Si quelqu'un, par exemple, dit bon, le nouvel outil qu'on a mis en place, là, le nouveau logiciel, franchement, c'est pas pratique. Bon, il ne s'agit pas simplement de noter sur son papier, c'est pas pratique. Il s'agit d'avoir le réflexe de dire à la personne en quoi c'est pas pratique, en quel sens c'est pas pratique. Qu'est-ce que tu aurais imaginé, toi, à la place? Donc, on est complètement dépendant dans le travail de concertation d'une pratique très inductive, c'est-à-dire aller chercher, aller au-devant, aller plus loin, faire preuve de curiosité, en quelque sorte. Donc, trop de concertations sont superficielles, s'en tiennent à des recueils d'opinions ou d'avis, sans qu'on aille plus loin derrière. Bon, ça réapparaîtra plus tard. Si on n'a pas su faire ça, ça réapparaîtra plus tard. Donc, la concertation, c'est exigeant en termes d'écoute, c'est exigeant en termes de questionnement, c'est exigeant aussi en termes de reformulation. La pratique de la reformulation est essentielle dans la concertation. C'est-à-dire, les gens s'expriment avec une certaine ambiguïté, parfois une certaine ambivalence aussi dans leurs propos. Donc, il y a un travail de reformulation qui consiste effectivement à bien les aider. C'est ça la démarche pédagogique, là, presque les aider à ce qu'ils comprennent mieux eux-mêmes ce qu'ils ont proposé ou ce qu'ils ont dit, ou qu'ils en mesurent eux-mêmes parfois les limites
ou la signification de ce qu'ils ont dit. Hein. Donc, un très gros travail d'échange qui peut parfois être, attention, dans les risques de la concertation, qui peut parfois submerger. On a connu ça, par exemple, dans d'autres pratiques de vie collective, dans les pratiques de créativité, de brainstorming, où on a vu des dirigeants qui rentraient dans une salle, il y a des collaborateurs qui travaillent depuis 2 heures dans une réunion, ils ont tartouillé tous les murs avec 150 idées dans tous les sens, et le patron, il arrive, il dit « Bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» C'est un bazar pas possible. Donc, alors ça, pour avoir ouvert les vannes, on les a ouverts. Ça y a été plein pot. Et à l'arrivée, il y a une espèce de frustration, il y a une difficulté parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en quelque sorte, hein? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bon, la concertation, elle prend des formes ces derniers temps, ça a été tendance. Par exemple, la convention citoyenne, là, on entend parler d'un comité consultatif, de refondation. On cherche à faire remonter un maximum de choses. C'est une vieille notion, d'ailleurs, qui n'a rien du management moderne d'aujourd'hui. Autrefois, on parlait de cahier de doléances, hein, dans l'histoire. Après la Révolution française, on parlait de cahier de doléances, c'est-à-dire qu'on va interroger les gens pour leur dire, bon, dans leur vie, dans leur cité, dans l'école, dans leurs habitations, qu'est-ce qu'ils proposeraient, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche mal, etc. À noter d'ailleurs que c'est toujours intéressant de voir dans les pratiques de concertation, est-ce qu'on questionne dans ce que j'appelle moi le plein, ou est-ce qu'on questionne dans le vide, c'est-à-dire est-ce qu'on questionne dans ce qui existe, dans l'existant, et dans ce qui ne va pas, ou dans ce qu'on voudrait avoir. Comment vous imagineriez les choses, et pas seulement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Toujours intéressant de voir le partage qui est fait entre le réel, hein, l'existant, dont les gens peuvent rendre compte, et ce qu'ils ont dans la tête, plutôt, ce qu'ils imaginent. Toujours intéressant de voir quelle géographie est utilisée un peu pour la concertation. Alors, en termes d'état d'esprit, dans la concertation, ce n'est pas garanti avec 100% des gens qui sont réunis autour d'une table dans un process de concertation, mais normalement, la priorité, c'est une attitude d'esprit de compréhension mutuelle. C'est un moment privilégié, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Donc, la compréhension mutuelle est fondamentale. Dans la concertation, mon idée, ce n'est pas de venir montrer que j'ai raison, mais c'est de mieux comprendre ce que dit quelqu'un, surtout quand il ne fait pas la même suggestion que moi. Surtout quand il dit, par exemple, que lui, il trouve trop long le temps qu'on a passé à faire ça. Alors que moi, pas du tout, je ne pense pas ça. Et s'il y a concertation, c'est un moment privilégié pour comprendre comment quelqu'un peut estimer qu'on a passé trop de temps là-dessus. Donc ça mérite d'être dit avant. Il y a une certaine discipline, un certain état d'esprit, une certaine vision de la chose, des pratiques de concertation. Alors, à noter que le terme de concertation aussi intègre l'idée de l'altérité, c'est-à-dire qu'on va entendre des choses parfois qui sont différentes, voire contradictoires. Il y a une filiation commune dans les mots avec concerto, hein, c'est-à-dire de concilier, d'harmoniser des sons contraires. Et il y a un petit souci que certains, peut-être d'entre vous, certains connaissent d'ailleurs, c'est que le terme ne se traduit pas en anglais. Il y a cette réflexion extraordinaire qu'avait faite Madame Thatcher à Bruxelles lors d'un énième débat sur les prix agricoles. Ça commençait à l'énerver, ça faisait une semaine que ça durait, puis à un moment donné, elle s'est levée, elle a dit « Écoutez, vous parlez de concertation agricole, moi je ne sais pas ce que c'est que le mot concertation. En anglais, ça n'existe pas. Moi, je suis venu pour négocier. Voilà. Moi, je suis venu pour négocier. Je ne suis pas venu pour faire de la concertation. » Alors, c'est intéressant, cette espèce de micmac-là entre concertation et négociation. Et du coup, Lionel, sur la négociation. Si alors, on y va. Voilà. Merci. La négociation, alors évidemment, c'est la pièce maîtresse. Aujourd'hui, c'est la référence où on dit qu'à travers la négociation se reflète vraiment une pratique de la vie collective, du social, de la prise de décision. C'est présenté aujourd'hui comme un des chemins privilégiés vers la prise de décision. Donc, les notions sont tout à fait différentes. Dans la négociation, il y a des objectifs et des enjeux. Chaque acteur, chaque actrice de la négociation doit clarifier, avant d'entrer en négociation, ses objectifs et ses enjeux.
il y a un travail très fort de préparation, ce qu'on appelle la partie invisible de la négociation. Beaucoup de gens perdent de temps ou ont le sentiment de perdre du temps dans la négociation parce qu'il n'y a pas eu de préparation en amont. On vient comme ça pour discuter, mais on sent bien qu'il n'y a pas eu ce travail de maturation préalable. C'est un peu l'équivalent de l'entraînement pour des sportifs. Il y a le match le dimanche, mais il y a l'entraînement dans la semaine. Et des négociateurs pour lesquels ils se révèlent très, très vite autour de la table, ils ne sont pas imprégnés, ils n'ont pas une clarification de leurs objectifs, ils ne voient pas très bien les enjeux, ils n'ont pas fait ce travail ensemble, ça va forcément ralentir la négociation. C'est un domaine aussi d'estimation des rapports de force qui n'existe pas dans la concertation. Il n'y a pas de préoccupation là-dessus dans la concertation. Dans la négociation, oui, forcément, qu'on le veuille ou non, même dans la négociation gagnant-gagnant. Le rapport de force, ça veut dire comment je me situe par rapport à l'interlocuteur. Est-ce qu'on est dans une situation confortable ou favorable, ou est-ce qu'on est dans une situation difficile, défavorable? Par exemple, dans une négociation, lorsqu'il y a négociation d'un litige, par exemple, dans un groupe, le fait, par exemple, que l'une des parties qui est éventuellement accusée, qui doit se défendre, est récidiviste, par exemple, aggrave en sa défaveur le rapport de force. Lorsque on sait que on cherche à faire passer un projet et on sait que ce projet, 2 fois déjà, ou a échoué en partie, ou n'a pas été à son terme, on n'est pas dans une situation favorable de négociation. Le contexte n'est pas bon, les indicateurs ne sont pas bons. Aujourd'hui, la négociation, dans un contexte d'inflation, par exemple, est rendue encore plus difficile, forcément. Donc, la notion de rapport de force, ça intègre le contexte dans lequel on est. Au cœur de la pratique de négociation aussi, la notion de marge de manœuvre. Quand je vais en concertation, je n'ai pas à avoir ça dans la tête forcément. En négociation, oui, ce qu'on appelle marge de manœuvre, les fameuses notions hypothèse haute et hypothèse basse, quelle est la solution la plus favorable que je souhaiterais dans cette affaire et jusqu'où je suis capable d'aller en termes de délai, en termes de valeur, en termes de contribution personnelle, etc. C'est ça la marge de manœuvre. Quelle est ma marge de manœuvre? Comment je gère ma marge de manœuvre? C'est le jeu des concessions et des contreparties. Est-ce que je suis capable, par rapport à ce que j'ai demandé, de faire une concession? Est-ce que j'accepte aussi le principe des contreparties? Et ça permet aussi, d'ailleurs, au passage, de différencier les notions de concession et contrepartie. Avec des gens très expérimentés en négociation, à HEC, par exemple, dans les séminaires, j'ai constaté que ces 2 termes-là étaient souvent confondus. Faire une concession, c'est unilatéral. Je vous accorde 8 jours de délai supplémentaire. C'est unilatéral. Je prends dans mes allocations de ressources. Je vous accorde 8 jours de délai supplémentaire. Ou je vous accorde 3% d'augmentation ou de remise dans tel domaine. Ça, c'est une concession. Il y a des gens qui ont horreur de faire des concessions. Il y a des gens qui disent « moi, j'aime pas faire des concessions » parce qu'ils ont un vécu extrêmement négatif de la concession. C'est céder, lâcher. D'ailleurs, il y a des termes durs dans la négociation. On entend des gens qui disent « on a arraché une concession ». Donc, ça donne une idée quand même de la conception qu'on a de la négociation. Arracher une concession. Alors qu'on peut parfaitement dire à quelqu'un « bon, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, je vous accorde effectivement à ce moment-là 8 jours de délai supplémentaire pour telle chose ». On va arracher une concession. Mais ça peut être vécu comme ça. La contrepartie, donc, c'est un échange. Et ça n'a rien à voir. Les petits gosses le font dans la cour de récréation, ils viennent avec 4 Lego, l'autre il a 3 Playmobil, on va échanger. L'autre il dit non, 3 Playmobil c'est pas assez, tu m'en donnes 4, parce que les Lego sont plus chers, etc. Ils sont déjà dans le deal, c'est l'échange, c'est la monnaie d'échange, c'est la contrepartie. Et la notion de contrepartie, par exemple, elle est très plébiscitée par la culture nord-américaine, qui considère que les concessions, il n'y a pas à en faire. Les Américains ont toujours été dans un modèle dominant, et quelqu'un qui est un modèle dominant, a priori, il n'y a pas de concession à faire. Si je suis en position de force, je ne vois pas pourquoi je ferai des concessions. En revanche, des contreparties, je vois bien. Personnellement, je crois à une conception beaucoup plus européenne et peut-être latine de la négociation, où les concessions, ce n'est pas péjoratif. Dans mon esprit, ce n'est pas du tout péjoratif. Accorder quelque chose à quelqu'un, ajouter quelque chose, ce n'est pas du tout péjoratif. Et ça a sa raison d'être comme la contrepartie. Donc, on peut dire que les 2 leviers de manœuvre d'un négociateur, je peux faire des concessions et je peux faire des contreparties. Bon, même si je suis partisan de revaloriser la notion de concession, j'accepte l'idée que
il vaut mieux faire des contreparties que des concessions. Parce que des contreparties, c'est un échange, alors que la concession, c'est unilatéral. Donc là, on est au cœur du savoir-faire du négociateur. Alors, dans la négociation, on vient aussi pour argumenter. J'aurais tendance à dire que dans la concertation, on vient pour exposer, on vient pour apporter des éléments, on vient pour collecter de l'information. La dimension argumentative dans la phase concertation est moins importante. Il y a plus œuvre pédagogique, plus œuvre d'explication, plus œuvre d'être le plus exhaustif ou complet possible dans ce que l'on peut dire, et puis de le partager, de le distinguer par rapport à ce que disent les autres. Il est vrai que dans la négociation, bien sûr, il y a un travail, un peu à l'instar de l'avocat, il y a un travail d'argumentation. Pourquoi moi j'estime par exemple que dans la négociation des retraites, il vaut mieux argumenter cette solution-là plutôt que celle-là. Et là, évidemment, je vous écoute. Quelle est la qualité d'argument que vous mettez sur la table? Quelle est sa recevabilité? Et dans notre modèle culturel, quand même, on est assez alimenté à l'idée de la preuve, c'est-à-dire apporte-moi des preuves. Alors des preuves, on vient sur un terrain factuel, ou des valeurs. Hein. La référence, c'est ou des preuves ou des valeurs. C'est au nom de quoi, toi, tu estimes qu'il faudrait plutôt privilégier les gens qui ont tel type de carrière, ou etc. Hein. Quelles sont les valeurs que tu mets derrière? Au nom de quoi? Ou sinon, apporter des preuves. Donc, c'est le travail de l'argumentation. Et puis, le maître mot de la négociation, c'est l'aboutissement de la négociation. Et j'ai l'impression qu'il faut le revaloriser, le mot, parce qu'il a été secoué dans tous les sens ces derniers temps. C'est la notion de compromis, qui n'a rien de dévalorisant, qui est la finalité de toute négociation, c'est-à-dire une convergence. Une convergence. La mentalité ou l'esprit gagnant-gagnant, par exemple, peut paraître très prometteur et parfois même carrément démagogique. J'ai assisté dans certains grands groupes, par exemple, à des DRH qui font des séminaires de formation sur la négociation, qui ont été formés à une culture purement gagnant-gagnant de la négociation, win-win, comme ils disent, tout ça, etc., où ils fantasment sur le gagnant-gagnant. Quand ils expliquent à quelqu'un qui est dans un plan social, on va trouver avec lui une solution pour qu'il sorte correctement. L'interlocuteur, il ne faut pas lui dire qu'on est gagnant-gagnant. C'est pas recevable. Hein. C'est pas recevable. C'est pas ça qu'il a dit. Hein. Bon, maintenant, s'il est contraint de le faire, on va chercher avec lui les moindres modalités pour lui permettre de sortir correctement, mais il ne faut pas lui raconter une chanson. Il n'a pas dans son esprit l'idée d'être gagnant-gagnant. Dans la notion de compromis, il y a une dimension raisonnable. Il y a des compromis favorables, il y a des compromis difficiles. Il y a des compromis favorables. On les souhaite. C'est lorsqu'il y a une bonne convergence, une dimension très coopérative, où ça converge bien. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, je ne voyais pas forcément les choses comme ça, mais c'est acceptable. Clairement, c'est à l'intérieur de ma marge de manœuvre. C'est à l'intérieur de ma... Donc ça va. Ou c'est à la limite de ma marge de manœuvre. Et ça va encore. Et il y a des compromis dans certains cas. Alors, gagnant-gagnant, oui, bien sûr. Hein. Et puis, il y a des compromis extrêmement difficiles, dans lesquels quelqu'un sera capable de dire après, j'ai signé, j'ai donné mon accord, parce que ne pas signer était plus grave pour moi. En fait. Donc là, ce sont des situations plus contraintes, hein, de compromis plus difficiles. Mais c'est la notion de compromis à l'arrivée, la notion de convergence, qui sont des éléments sensibles, évidemment, des bonnes pratiques de négociation. Alors, à la différence de la concertation, on peut dire que la négociation, ça peut être un choc de priorités différentes. On le voit dans la négociation sociale, par exemple. Donc là, ça peut être chaud, il peut y avoir des tensions, c'est vrai. Donc là, tout reposera sur la maîtrise, le contrôle des émotions, la gestion des tensions, parce qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles. Choc de priorité, choc de conviction, qui sont des éléments effectivement sensibles, possibles dans la négociation. Pour ce qu'il faut voir toujours, c'est est-ce qu'on est d'accord pour avancer sur le chemin de la décision? On le voit dans la diplomatie internationale, tous les événements qui se produisent aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir, hein, que quand on fait la guerre, à l'arrivée, il y a forcément une négociation derrière. Et c'est un moment très difficile, parce que là, elle se fait entre adversaires qui sont dans des rapports de force en général malencontreusement déséquilibrés. Mais il faut arrêter. Donc, de toute façon, on y est contraint à ce process de la négociation. Puis pour terminer sur la négociation, je vous dis tout de suite, je n'ai pas la solution en tant que spécialiste de la négociation, on en cause entre nous.
tous on est d'accord pour dire que les négociations les plus difficiles, ce n'est pas quand on est autour de la table. Même si, une fois qu'on est autour de la table, certaines négociations sont difficiles. On trouver un accord, une entente, un compromis satisfaisant. Mais la négociation la plus difficile, c'est d'amener quelqu'un à négocier. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas à la table de négociation. Et ça, c'est la négociation toujours la plus difficile. Parce que là, ça, ce n'est pas une négociation. Ça passe par des moyens d'influence. Et les moyens d'influence, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est des promesses, c'est de l'intimidation, c'est du rapport de force, c'est de la menace, etc. Mais la chose la plus difficile, c'est d'amener quelqu'un à la table de négociation. Une fois qu'on y est à la table de négociation, c'est tout ce qu'on vient de voir ensemble. C'est un jeu à travers la marge de manœuvre, la préparation, l'argumentation, etc. Mais la chose humainement qui reste dans toute l'histoire, d'ailleurs, humaine, la grande histoire comme la petite histoire, la plus difficile, c'est d'amener quelqu'un à la table de négociation. Co-construction. Là, on donne dans la modernité. C'est situé. Hein, je pense que vous connaissez bien sûr l'expression, vous l'utilisez peut-être vous-même. En gros, je crois que c'est une douzaine, quinzaine d'années maximum, et c'est d'origine canadienne. Hein. Le terme, la notion vient des Canadiens. Il y a assez peu de littérature sur le sujet. Je connais 3 livres en français qui ont repris la notion de co-construction, très souvent dans l'univers de la cité, d'ailleurs dans le domaine urbain, dans le domaine de l'évolution de la cité. On fait des co-constructions, par exemple, redessiner un quartier en faisant venir les associations, les membres du quartier, etc., pour co-construire ensemble un projet ou une solution. La notion de co-construction est souvent associée à la notion de projet, peut-être trop exclusivement d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la co-construction en termes de mots-clés? Attention, c'est très prometteur, mais étant très prometteur, c'est très exigeant. Et j'aurais tendance à dire que c'est comme un produit labellisé, faut chercher les faux. Hein. Parce que je trouve aujourd'hui, par exemple, qu'on colle l'étiquette co-construction sur des choses qui ne sont pas du tout de la co-construction. Par exemple, j'ai entendu déjà, et y compris dans la presse d'ailleurs, des vraies négociations, au sens où je la définissais tout à l'heure, dans lesquelles il y a des rapports de force, dans lesquels il y a des compromis à trouver, dans lesquels on entend des gens argumenter, qu'il y a des moments de crise parfois, etc., dire on a fait une co-construction. Tu parles. C'est pas ça la co-construction, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la co-construction? On peut déjà dire que s'il y avait un rapprochement, ça serait plutôt par rapport à la concertation. Mais il y a une différence. Je ne la dis pas tout de suite, on la dira tout à l'heure. Donc, elle est privilégiée comment, la co-construction? C'est fondé sur des échanges, c'est fondé sur des contributions. C'est un travail d'élaboration en commun, depuis la source, depuis le début. Autrement dit, on met le problème sur la table. Et même la co-construction, logiquement, consiste à poser le problème ensemble, dès la pose du problème, dès l'énoncé du problème. On fait participer les acteurs autour de la table à la manière de poser le problème. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la concertation. Dans la concertation, on travaille sur un problème, on soumet aux gens des choses et on leur dit bon, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous auriez à proposer, etc. Dans la co-construction, on pose ensemble. Donc, il y a un vrai enracinement, un vrai travail qui peut être long d'ailleurs parfois et difficile. Donc, il y a de l'élaboration ensemble. Il y a un travail essentiel de régulation. On avance par étapes et on fait le point étape par étape. Ce travail de régulation, de feedback, est capital, presque excessif dans la co-construction d'ailleurs, mais l'idée, c'est de se préserver du désaccord. Parce que si on régule étape par étape, si on avance progressivement, on élimine déjà des choses. Et donc, on écarte toutes les possibilités de désaccord. Sinon, on n'avance pas. Dans la co-construction, il y a une construction progressive. Ce qui veut dire que c'est un sacré entraînement, la co-construction, au lâcher-prise. C'est-à-dire qu'à certains moments, à mesure qu'on avance, il y a des gens qui peuvent changer d'opinion, il y a des gens qui peuvent intégrer des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas prises en compte, etc. C'est ça la spécificité de la co-construction, c'est vraiment de faire ça ensemble, cet exercice intellectuel là ensemble, de partage et de régulation. Alors, validation associée à la reformulation et la grande différence. Alors là, je suis un petit peu surpris que dans la culture française, on a mal lu les auteurs d'origine canadienne qui étaient à l'origine de la co-construction, c'est qu'il y a un facilitateur.
Et les Canadiens considéraient à l'origine que ce n'est pas possible qu'un processus de co-construction se mette en place sans un facilitateur. Alors, facilitateur, là encore, il faut différencier un peu avec médiateur, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas partie prenante et qui joue essentiellement une sorte de garantie de tout ce processus. Comment ça s'élabore, comment le problème se pose, comment chacun y contribue, est-ce qu'on tient compte des régulations successives, c'est-à-dire comment ça avance. Donc, alors, les détracteurs de la co-construction disent que c'est une sorte de démocratie un peu illusoire parce que c'est très sous contrôle, du coup. La co-construction, c'est un processus très, très sous contrôle, avec l'accord et l'assentiment du groupe, évidemment. Alors, le facilitateur joue un rôle tout à fait essentiel, bien sûr. Voilà. Et un travail d'évaluation et un travail de formulation, parce que, attention, et c'est là la grande différence, alors éventuellement, il peut y avoir débat entre spécialistes pour différencier concertation et co-construction. Moi, je suis un petit peu puriste et je respecte les fondateurs de la notion de concertation comme les fondateurs de la notion de co-construction. Dans la co-construction, on va au livrable. C'est-à-dire qu'au sortir d'un travail de co-construction, ce que l'on a sorti a valeur de décision, ce qui n'est absolument pas le cas dans la concertation. C'est pour ça que la concertation peut être en amont, par exemple, de directives dans une organisation. Un dirigeant peut dire, bon, moi j'ai pris cette directive-là parce qu'il y a eu un travail préalable de concertation, j'ai reçu ce travail, j'en ai tiré des enseignements, et maintenant, la décision que nous allons adopter, c'est celle-là. Dans le travail de co-construction, non. Ce sont les gens qui ont participé à la co-construction qui vous mettent entre les mains le livrable. Par exemple, quand c'est utilisé dans la dimension urbaine, dans la vie des cités, dans la reconfiguration d'un quartier ou des choses comme ça, du travail de co-construction sort effectivement le nouveau projet qui a valeur de décision et qui doit être garanti par une autorité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouh là là, attention, dans la co-construction, on donne le pouvoir à ceux qui construisent, qui élaborent. On donne le pouvoir. » C'est pour ça que la co-construction ne s'applique pas à tout. Il faut être clair au départ. Ça ne s'applique pas à tout. Ça veut dire qu'on va aller dans ce sens-là. Si, par exemple, la Convention citoyenne avec les 150 principes, etc., ça avait été de la co-construction, ça voulait dire que les 150 mesures qui avaient été choisies ont valeur d'acte. Alors, on sait qu'il y en a, je ne sais pas combien, 8 ou 9 qui ont été retenus sur les 150. Bon, ça, ce n'est pas de la co-construction. Au mieux, c'est de la concertation. Au mieux. Voilà, donc c'est une pratique exigeante, intéressante. On peut faire des travaux, des exercices avec des gens. Alors, il y a des satisfaits, il y a des insatisfaits. Il y a des gens qui se sentent mieux dans la négociation, des gens qui se sentent très… Alors, il y a une dimension très coopérative dans l'attitude de co-construction. C'est vraiment un univers de coopération. C'est vraiment un univers de partage. Et c'est, alors, vous connaissez aussi cette expression-là, bien sûr, c'est l'expression parfaite de l'intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est ça. C'est-à-dire que cette élaboration fait qu'en s'appuyant sur les expériences, sur la conscience de chacun des acteurs, sur leur responsabilité, on va vers une décision commune à l'arrivée, alors qui doit être garantie par un garant. En général, il y a, je ne l'ai pas mis la notion de garant est importante, autant que facilitateur. Il y a quelqu'un qui garantit à l'arrivée. Normalement, c'est le groupe qui garantit. Voilà, donc c'est une notion riche, intéressante, encore une fois datée, dont on trouve c'est comme des épices, on en met un petit peu comme ça dans les pratiques collectives, mais ça vaut la peine quand même d'y voir clair là-dedans. Et enfin, je terminerai par la notion de pacte. En 3 minutes, Lionel? Oui, 3 minutes pour le pacte. Merci. Alors, on a le temps qu'il faut. C'est une grosse affaire, le pacte. C'est une grosse affaire parce que j'ai été assez sensible sur tous les articles qui sont sortis très récemment, d'ailleurs depuis janvier, février, j'ai lu ça dans la presse, dans Le Monde en particulier, un article assez sévère sur le pacte enseignant. Et je me souviens d'avoir tiqué quand j'ai vu un titre dans Le Monde, ça date de 3 semaines, je crois, qui dit le pacte enseignant déclenche l'ire des syndicats. L'ire, I-R-E, l'ire des syndicats. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, il faut s'entendre sur le mot pacte. Le pacte, je vais prendre un exemple volontairement un peu provocateur.
Vous savez qui a parfaitement conscience, sans avoir fait une once d'études ou quoi que ce soit, de réflexion psychologique, qui a une parfaite conscience de la notion de pacte? C'est les milieux mafieux. Eux, ils savent très bien ce que c'est qu'un pacte. Ils savent très bien ce que c'est qu'un pacte. À 3, à 4, à 5, à 6, ils savent très bien ce que c'est. Eh ben, un pacte, c'est tout ce que je vous ai déroulé à travers les mots-clés. Eux, ils le savent très bien. Ils n'ont pas fait 5 années d'études de psychologie sociale pour le savoir. Ils savent très bien et ils le respectent. Et ils en connaissent la spécificité du pacte. Le pacte, c'est dans la transversalité. Donc, si c'est dans la transversalité, les acteurs du pacte, ils ne peuvent pas être contre le pacte, puisque c'est eux qui l'ont construit, forcément. Un pacte, c'est jamais décidé par une autorité. Jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. Un pacte de non-agression entre des États dans le domaine de la diplomatie internationale, ce sont des États qui se sont mis autour d'une table, qui ont discuté entre eux et qui se sont mis d'accord sur un pacte de non-agression, par exemple, vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis d'une nation ou quoi que ce soit. Ou un pacte de solidarité au nom de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui leur vient d'en haut, d'au-dessus ou d'en dessous. Ça vient d'eux. Donc, c'est dans la transversalité. Si des gosses font un pacte ensemble, et je prenais les milieux mafieux, lisez des romans policiers ou quoi que ce soit, c'est constant. Les mafieux, ils savent très très bien ce que c'est qu'un pacte entre eux. Et vous savez jusqu'où ils vont. S'il y en a un qui ne respecte pas le pacte, paf, ils le grillent. Ils sont très clairs là-dessus. Donc, c'est une communauté d'intérêts, un pacte. C'est un travail qui consiste à fédérer, c'est une recherche d'unité fondée sur de la solidarité, et il y a un protocole. Il y a forcément un protocole. Alors, il est plus ou moins établi, plus ou moins précis, mais il est estampillé. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur le protocole, sur le pacte. Ça suppose un engagement des gens maximum. Par exemple, un coach dans la vie sportive, dans un sport collectif, basket, rugby, football, etc., peut laisser ses joueurs, au milieu de la saison, par exemple, si les résultats ne sont pas bons ou si les résultats sont bons, faire un pacte entre eux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on va prendre des risques? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on s'accorde là-dessus? Est-ce qu'on joue de telle manière? Est-ce qu'on change de ceci ou cela? Ils font un pacte entre eux. Ils font un pacte entre eux. L'autorité étant le garant, en quelque sorte, de ce pacte. Mais ils font un pacte entre eux. Ils s'engagent. Donc, normalement, c'est générateur de confiance. Donc, c'est forcément dans un principe de réciprocité. Principe de réciprocité entre les acteurs, évidemment, qui sont dans le pacte. Donc, c'est une notion intéressante parce qu'on peut dire que c'est l'équivalent inversé de la directive, mais dans la transversalité. La directive, elle est dans la verticalité et le pacte, il est dans la transversalité. Alors, on peut suggérer chez des gens de faire un pacte, ou des gens eux-mêmes peuvent se dire on va faire un pacte ensemble. On peut trouver ça dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, par exemple dans une copropriété. Il y a un litige sérieux, par exemple, il va falloir engager de l'argent parce qu'il va falloir… il y a eu des litiges concernant des travaux, des choses comme ça. Bon, les copropriétaires ont dit on va faire un pacte entre nous. Il n'y en a pas un qui va profiter de la situation, qui va subir la situation, mais pour se retourner, par exemple, contre notre adversaire qui a été défaillant, on va faire ensemble un pacte. Et on va se mettre d'accord dans un protocole précis. Qu'est-ce qu'on va revendiquer? Comment on se partagera éventuellement les indemnités et comment ça va fonctionner. Et normalement, il n'y en a pas un qui lâche. Normalement, il n'y en a pas un qui lâche. La vie d'un pacte, ça dure le temps du pacte. S'il est rompu, c'est foutu. C'est foutu. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la notion psychologique du pacte, par exemple? Il y a la notion de trahison. La notion de trahison. Tout ça chez Shakespeare. La notion de trahison, évidemment. On peut retrouver ça dans les familles royales, il y a un pacte familial, par exemple, qui peut être rompu. Les Anglais en savent quelque chose aujourd'hui, par exemple. Il y a une rupture du pacte familial, à un moment donné. Donc, c'est de la solidarité, c'est de l'unité, c'est de la fédération, c'est une communauté d'intérêts. À mon avis, la notion de pacte, elle est toujours très ciblée. C'est très, très, très ciblé. C'est-à-dire, ça porte sur un champ donné précis. Ça a toujours une dimension, presque toujours, je ne crois pas me tromper en disant ça, une dimension conjoncturelle, un pacte, et c'est en particulier lié à des enjeux assez forts quand même, où incontestablement, l'humain est capable de dire on sera plus fort tous ensemble que tout seul. Merci Lionel.
Voilà. Est-ce que Parfait. Est-ce que juste, on le voit après les ateliers, je me disais, en termes d'outils, de comment négocier, comment en tant que manager je négocie, tu voudrais compléter ou apporter des exemples ou des choses en… Sur la négociation, il faut revenir sur les pratiques de négociation. Il faut revenir sur chacune des phases. Là, c'est pratiquement tous les thèmes de la négociation sur lesquels on a des réponses à apporter dans les formations à la négociation. Par exemple, la préparation, les critères de choix d'une préparation, l'estimation du rapport de force qui est capital. Est-ce qu'on est dans un rapport de force favorable, défavorable ou équilibré, par exemple, hein, les négociations de type rapport de force équilibré sont les plus difficiles, souvent, contrairement à ce que les gens croient, parce que ça se joue à presque rien. La notion de marge de manœuvre qui était absolument centrale. Là aussi, beaucoup de participants dans les séminaires nous interpellent parfois en nous disant ils lisent dans l'actualité les comptes rendus des négociations. La négociation, très souvent, fait l'objet de comptes rendus dans la presse aujourd'hui, qu'elles soient sociales, diplomatiques ou autres. Et il y a des interrogations là-dessus, parce que vraiment, il y a des dysfonctionnements, ça coince, ça ne va pas, il y a des malentendus, etc. Bon, les gens disent, pourtant, ils doivent être conseillés, ils doivent réfléchir, c'est curieux quand même. C'est vrai qu'il y a des maladresses monumentales qui sont faites dans la négociation. Hein. Je peux en prendre un comme ça au passage, parce que c'est d'actualité. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, Mme Borne dire mais j'avais dit il y a 6 mois que ça pouvait être 65 ans. Mais quelle erreur, bien sûr. Bien sûr, elle s'est négociée elle-même. Elle était descendue de 65 à 64 elle-même, 6 mois avant la négociation. Enfin, c'est le B à bas. Même un petit gosse dans la cour de récréation, il ne fait pas ça. Même lui, il ne fait pas ça. Parce que le Playmobil qu'il a en plus, il l'a planqué dans sa poche. Il ne va pas dire, je peux te donner ça, t'inquiète pas tout à l'heure. Je te le donne tout de suite. Même lui, il ne fait pas cette erreur. Même lui, il ne la fait pas. Ce n'est pas possible. Donc là, on s'interroge quand même sur, bon, par exemple, la mauvaise distinction entre concession et contrepartie, par exemple. On peut avoir 2 ou 3 concessions à faire. On a intérêt à les prévoir, d'ailleurs, les concessions. Quelles concessions je peux faire et éventuellement, les contreparties, c'est plus difficile de les prévoir parce que les contreparties, elles sont le fruit de ce que je peux apporter, mais de ce que j'entends qu'a dit l'autre. Donc, la contrepartie, elle est plus contingente, beaucoup plus contingente de l'échange et en général, elle est servie par une belle qualité d'écoute de la part des négociateurs qui entendent des choses et qui se disent dans leur tête oh, tiens, ça c'est intéressant, eux ils sont intéressés par ça, moi je peux leur proposer en contrepartie telle chose. Donc c'est plus interactif la contrepartie. La concession, je peux le prévoir dès le départ. Bon, après, par exemple, dans l'outillage des concessions et des contreparties, par exemple, il y a le timing qui est très important pour un négociateur. Les concessions, est-ce que j'ai intérêt ça fait bondir parfois, notamment des patrons d'entreprise ou des chefs d'entreprise, d'ailleurs, qui croient que quand on leur dit ça, formateur a fumé la moquette, quand on leur dit, par exemple, ça peut valoir la peine parfois de mettre soi-même une concession sur la table sans que l'autre ait déjà demandé quelque chose. Alors, il y en a qui disent, c'est pas possible. Si tu n'as rien demandé, mais si, bien sûr que si. Là, je vous renvoie aux très beaux travaux de l'américain Axelrod sur la notion de don contre don, c'est-à-dire il faut donner sans garantie pour recevoir. Il faut avoir cette capacité soi-même dans la négociation de dire je peux te proposer ça, je peux améliorer ça, sans garantie de recevoir. Et on a vérifié, et Axelrod a fait de nombreux travaux là-dessus, il n'a pas écrit beaucoup de livres, Axelrod, mais ça a été un rat de laboratoire, il a fait plein d'expériences de psychologie sociale. Il a montré que dans la durée, quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui acceptait lui-même de faire des concessions, d'aller dans le sens de l'interlocuteur, globalement était gagnant. Globalement était gagnant. Donc, d'oser faire une concession d'en fait. Bon, après, il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'effet Colombo. L'effet Colombo, c'est de la fameuse série Colombo, c'est au dernier moment donner quelque chose qui permet de faire basculer, l'effet de bascule. C'est-à-dire, c'est perçu comme par quelqu'un comme bon, je peux pas refuser ça puisque c'est la dernière possibilité, donc j'accepte. Donc, efficacité assez grande de l'effet Colombo. Merci Lionel.
On va peut-être, même si je pense qu'on pourrait en discuter des heures et c'est passionnant. Et merci beaucoup pour tous les apports. Je vous propose quand même d'aller en sous-groupe. Voilà, et de vous retrouver pour échanger autour de 2 questions. Je vous remets le document à télécharger dans le chat. Je vais vous remettre aussi le lien du document et on va vous dispatcher en groupe. Pour ça, il faut que vous acceptiez bien de rejoindre la salle. Ça ne va pas se faire automatiquement, c'est une proposition. Et on vous retrouve dans 20 minutes. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer aussi. On pourra les traiter en dernière partie. Voilà, j'espère que ça vous a convenu et je vous invite à rejoindre vos salles, du coup. Merci. Et si vous avez un problème technique, n'hésitez pas.